Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors dans ce contexte de guerre en Ukraine qui fragilise l'économie mondiale, où va le monde? Et puis en ce qui nous concerne, la France et les Français doivent-ils se préparer à une crise économique, financière et sociale sans précédent? Et comment y répondre? Comment en même temps apaiser le débat public, le débat politique et répondre aux attentes des Français? Mais pour commencer, Sylvain Maillard, l'actualité de ce dimanche avec cet accord à minima à la COP27 de Sharm el-Sheikh qui déçoit les pays européens et même le secrétaire général de l'ONU. Et vous en pensez quoi? Oui, c'est toujours décevant parce qu'on a le sentiment, en tout cas quand on voit les résultats de cette COP27 et l'ensemble des parties prenantes soit sur place et qu'on n'arrive pas au fond à avoir un accord plus ambitieux. Donc je m'associe aux différentes parties qui ont pris la parole et estimé qu'il fallait qu'on aille plus loin. Bon, l'essentiel, on sait très bien que c'est un combat de long terme. Il faut convaincre nos partenaires aussi, chinois, indiens, qui gèrent aussi une croissance importante, qui traînent un peu et qui demandent toujours plus de temps pour transformer leur économie, transformer leur industrie. Il faut les accompagner, il faut les écouter, mais il faut les pousser surtout. Alors, actualité toujours liée aussi à l'environnement, à l'actualité climatique et environnementale. On ne peut pas dire que l'impact environnemental de la Coupe du Monde, qui commence aujourd'hui au Qatar, soit un bon signal en matière de lutte et d'engagement pour l'environnement et le climat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais après, moi, ce qui m'agace un peu, c'est le fait qu'on reproche aux joueurs de football à l'heure actuelle qui vont faire la Coupe du Monde et pour lesquels ils vont, c'est l'événement de leur vie. C'est pas aux joueurs de football qu'on reproche. Non, mais je comprends bien, c'est aux organisateurs. Exactement. Et au fait d'avoir donné cette Coupe du Monde au Qatar. Voilà. Est-ce qu'au fond, et puis quelque part, est-ce qu'on ne devrait pas boycotter, comme j'ai entendu dire parfois, cette Coupe du Monde? Moi, je dis d'abord, les joueurs, ils ne sont pas responsables. Ils vont à l'endroit, ils se sont entraînés toute leur vie, c'est le rêve de leur vie de participer à une Coupe du Monde, on ne peut pas leur reprocher ça. Sauf quand ils sont blessés, comme Benzema. Ils n'ont pas pris en tout cas le choix, ils n'ont pas fait le choix et on leur a pas demandé où se jouerait la Coupe du Monde. Deuxième chose, c'est une décision qui a été prise il y a 12 ans de mémoire, qui a très longtemps avec, dans une certaine opacité, la FIFA, on sait ce qu'elle était en tout cas. J'espère que ça a bien évolué, on le verra. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça ne doit plus se reproduire dans tel terme. Alors justement, on va poser 2-3 questions là-dessus. Coupe du Monde au Qatar. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée d'organiser le mondial dans un pays décrié en matière de droits de l'homme, de non-respect du droit des femmes et des personnes LGBT, et puis aussi du sort réservé aux travailleurs migrants, et puis vous parlez aussi de la corruption. C'est pas à moi de défendre la candidature du Qatar. Il faut juste, à mon avis, se repasser et se remettre il y a 12 ans, se remettre dans l'idée d'il y a 12 ans et de ceux qu'on choisit. À mon avis, ils ont choisi non pas sur ces critères-là, et ce qu'on leur reproche à l'heure actuelle, et c'est très bien, ils ont choisi sur des critères de business, sur des critères d'ouverture de la Coupe du Monde, et se dire il fallait aller dans d'autres zones dans lesquelles on n'avait jamais joué la Coupe du Monde. Je pense que c'est ça, au fond, le critère du Qatar. Et puis, 12 ans après, on se rend compte que non, en fait, le plus important, c'est évidemment les valeurs que porte le foot. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça changera les choses de cette Coupe du Monde au Qatar. LFI, vous parliez de boycott tout à l'heure, réclamé le boycott diplomatique du mondial. Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont éventuellement choqués de la présence de Gérald Darmanin à la cérémonie d'ouverture de cette Coupe du Monde de cet après-midi? Non, il vient encourager les joueurs. Je trouve ça normal. Ne reprochons pas aux joueurs, ne reprochons pas à l'équipe de France. C'est une question que je vous pose. De jouer au football. Le football, c'est un grand moment de communion du monde entier. On a besoin de ces moments-là. Moi, je suis heureux que ça se joue. Boycott diplomatique, vous répondez quoi? Non, mais il n'y a pas de boycott diplomatique à faire. Il faut par contre rappeler aux Qataris ce qu'est le droit international, le droit avec leurs salariés, et de les faire évoluer, de les accompagner dans cette évolution. Et si on avait dû jouer ailleurs, s'il y a 12 ans, on aurait dû prendre une autre décision, oui, sûrement, on aurait dû en prendre une autre décision. La consommation d'alcool va être interdite aux abords des stades. Est-ce que, comme le patron de la FIFA, Gianni Infantino, vous considérez que l'on peut survivre sans boire de bière pendant 3 heures? Oui, c'est une forme de boutade maladroite. Ouais. Oui, mais c'est pas faux d'ailleurs. Oui, c'est. Mais bon, après, vous savez, moi, je pense que la convivialité est extrêmement importante. On va voir du foot parce que c'est un moment convivial, de famille, souvent d'amis quand on est au stade. Et on boit de la bière alors. Et on peut boire de la bière. Et moi, j'aime bien boire une bière quand je vais au stade. Au Qatar, on peut pas. Et je le regrette, mais encore une fois, Gianni Infantino, il fait partie de ceux qui ont pris la décision il y a 12 ans. Et donc, il savait très bien il y a 12 ans que l'alcool était interdit dans ces
COP27. Donc il aurait dû y réfléchir à tout ça. Alors en tout cas, il n'y a pas réfléchi. Puis maintenant, la Coupe du Monde commence aujourd'hui au Qatar. Libération a fait état mercredi de liens entre Rachida Dati et le Qatar via le PSG. L'ex-garde des Sceaux qui a été mise en cause jeudi matin par Anne Hidalgo en plein Conseil de Paris, notamment en ce qui concerne d'abord sa mise en examen pour corruption passive et abus de pouvoir dans l'affaire Renaud-Nissan. Et puis il y a cette histoire de lien avec le Qatar, avec des associations qui ont des liens avec le PSG et le Qatar. Rachida Dati doit-elle s'expliquer de ses activités extra-municipales, comme le demande Anne Hidalgo, mais aussi sur ses liens avec le PSG et le Qatar? Donc moi je suis député, je ne vais pas faire de langue de bois, je vais vous faire une réponse en deux temps. D'abord, moi je suis député, je ne participe pas, je ne prends pas la place de la justice et je ne donne pas mon avis sur une possible mise en examen de Rachida Dati. Je veux juste dire une chose, j'en ai assez, je vais tenir mes mots, mais assez de ce ping-pong éternel entre Anne Hidalgo et Rachida Dati qui pollue le débat à Paris. Je pense que Paris a beaucoup de soucis. Il faut qu'on réorganise notre ville. Les Parisiens partent de Paris. Moi-même, dans la circonscription, moi je suis du centre de Paris, député de Paris, dans le 8e arrondissement, j'ai perdu 8% d'habitants l'année dernière. C'est ça dont les Parisiens ont besoin. Ils ont besoin de personnel politique qui s'occupe d'eux. Et ce ping-pong éternel entre Anne Hidalgo et Rachida Dati, on en a marre. Ça ne sert à rien. Et ça fait perdre du temps. Alors justement, Paris, est-ce que c'est vrai que vous travaillez sur une réforme du mode de scrutin de Paris, Lyon et Marseille dans la perspective des prochaines élections municipales de 2026? Oui, c'est vrai. Et quel mode de scrutin? Je travaille avec d'autres d'ailleurs pour un mode de scrutin qui soit plus juste. Un mode de scrutin probablement sous la forme, on a encore évidemment beaucoup de détails à mettre en poids et puis on discutait avec l'ensemble des parlementaires de Lyon, de Marseille, des maires à l'heure actuelle de Paris, Lyon, Marseille, puisque c'est la loi PLM. Mais l'idée c'est simple, c'est d'avoir un principe de 2 urnes, et comme dans n'importe quelle commune en France, d'avoir le même scrutin, c'est-à-dire que vous choisissez pour les maires d'arrondissement, ce sera les conseillers, dans une liste avec les conseillers d'arrondissement. Enfin dans les autres villes, il n'y a pas 2 urnes. Oui, mais parce que c'est le même principe, c'est-à-dire que vous choisissez une liste et cette liste, le tenant de la liste va devenir le maire. Et donc on aura 2 listes pour les conseillers de Paris et pour les conseillers d'arrondissement. Donc on choisira les conseillers d'arrondissement choisiront le maire d'arrondissement, les conseillers de Paris choisiront le ou la maire de Paris. Quelque chose de très simple, très lisible. Et ça pourrait être même les conseillers d'arrondissement, les conseillers de Paris. Il ne faut plus qu'un électeur qui soit de Renaissance ou de droite du 20e arrondissement se dit ça sert à rien d'aller voter, de toute façon c'est toujours la gauche, et réciproquement dans le 16e. Je suis caricatural mais c'est la réalité. On a de moins en moins de Parisiens, d'abord on a de moins en moins de Parisiens qui votent, et de plus en plus de Parisiens qui décident d'aller voter ailleurs parce que ça ne sert à rien à Paris. Donc il faut s'investir sur Paris. Oui, j'ai toujours dit, nous souhaitons la porter en 2023 ou peut-être début 2024, le temps que ça chemine, mais l'idée c'est évidemment de la porter pour qu'il y ait plus de justice à Paris, à Lyon et à Marseille, que ce soit plus visible, que les électeurs aient envie d'aller voter et de choisir leur maire. Donc ça veut dire que le maire, parce que les questions qui sont posées ou les polémiques qu'il y a eu lors des précédentes élections municipales à Paris, c'est que le maire n'était pas forcément élu par une majorité de Parisiens. Moi, je n'ai jamais remis en cause la légitimité d'Anne Hidalgo, jamais, jamais. Je pense juste que le mode de scrutin à l'heure actuelle n'est pas bon. Il n'est pas bon pour notre démocratie. Il n'est pas normal qu'un électeur, je le redis, du 20e ou du 16e se dise ça ne sert à rien d'aller voter. Quand on en est là, en fait, on est en train de perdre le lien démocratique. Donc, on veut un mode d'élection classique, comme dans les 36 000 autres communes de France. Tout simple, très lisible, qui fonctionne très bien. On veut la même chose. Et vous êtes certain que ça se fera? La volonté est là. Et donc, on va tout faire pour qu'ils puissent être mis en place voter au plus tard début 2024 et puis s'activer dès 2026. Dans le cadre d'une réforme plus importante des institutions, ou ça sera une réforme à part? Non, probablement une proposition de loi donc portée par les députés, et donc quelque Renaissance. chose. Renaissance, bien sûr, mais on va essayer d'élargir d'avoir le spectre le plus large possible. C'est très consensuel. L'idée, c'est très simple, c'est que ce soit lisible pour tous et que ce soit juste. Alors l'actualité, Sylvain Maillard, c'est toujours et encore la guerre en Ukraine qui fragilise l'économie mondiale. La France et les Français doivent-ils se préparer au pire, c'est-à-dire à une crise économique, financière et sociale sans précédent? Et puis, il y a aussi cette question des coupures d'électricité. Est-ce qu'elles sont inévitables dès le mois de janvier? C'est très compliqué de vous répondre, Frédéric Aziza. D'abord, on va tout faire pour les éviter parce que... Pour éviter les coupures d'électricité, je le dis très clairement.
Oui, la situation pourrait amener à avoir des coupures partielles d'électricité à tel ou tel endroit pendant 1 à 2 heures, y compris pour les particuliers. Tout va dépendre évidemment d'abord de nous, c'est-à-dire de notre sobriété. Et je vois que les premiers chiffres sont très encourageants parce qu'on voit vraiment une sobriété des Français depuis quelques semaines, vraiment plus importante que d'habitude. On voit une baisse de 10% de la consommation électrique. Alors, il fait moins froid, mais enfin, je regarde par rapport à l'année dernière, il fait plutôt plus froid au mois de novembre que ce que nous avions l'année dernière. Mais plus généralement, je crois que les Français font attention. Mais évidemment, s'il y a une grande crise, un grand moment de froid, janvier, février, ce sera un moment donc, difficile. Parce que EDF, avec quelles conséquences ? EDF n'a pas réussi à remettre dans son plan de charge l'intégralité de ce à quoi il s'était engagé, entre autres d'un point de vue réacteur. Il va nous manquer 10 gigawatts. Donc évidemment, s'il y a une tension importante, il risque d'avoir des moments de pénurie. Quelles conséquences pour les Français et puis aussi pour le pays ? Dans ce cas-là, de toute façon, on préviendra chaque Français qui éventuellement devrait être coupé. Il sera prévenu 72 heures à l'avance et avec exactement le planning pour qu'il puisse s'organiser. Est-ce que ces coupures d'électricité éventuelles pourraient perturber l'activité économique du pays, que ce soit dans les transports, dans l'industrie, dans les services ? Oui, donc c'est pour ça que nous sommes en train de travailler dessus. Il y a beaucoup de cas de figure où ça pourrait être déstabilisant parce qu'on n'a pas réfléchi. Le réseau électrique n'a jamais été conçu pour qu'il y ait des coupures. Il est très ancien, des coupures de ce style. Donc on ne va pas revenir à l'âge de pierre quand même. On ne va pas revenir à l'âge de pierre, mais il peut y avoir des moments de difficulté. Donc tout ce qui est en fait à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vraiment de la sobriété, de réfléchir comment faire pour économiser l'énergie et surtout à partir du mois de janvier. Est-ce que ça peut avoir des impacts sur la croissance, sur l'économie, sur le chômage ? Ça aura forcément des impacts sur la croissance, sur l'économie, sur le chômage. C'est-à-dire ? Et donc, si on met à l'arrêt des entreprises, évidemment, ça met en difficulté et notre économie et ça risque d'augmenter le chômage. Donc, c'est pour ça qu'on s'y prépare. On fait en sorte de minimiser au maximum d'éventuelles coupures et puis surtout d'accompagner les entreprises qui seraient en difficulté. Ça veut dire que la récession, maintenant, elle est inévitable en 2023 ? Non, on a une prévision à 1% de croissance. Bruno Le Maire l'a dit, l'a redit, on va se battre pour ça. Je crois que c'était important aussi de garder cette bonne dynamique dans laquelle nous sommes et depuis la sortie de la Covid. On est au-dessus de nos partenaires européens. On est toujours la terre d'investissement préférée des étrangers et donc j'y vois un vrai signe. Et puis la baisse du chômage continue. Donc on continue là-dessus avec de l'ambition et beaucoup d'investissements. C'est ce que nous faisons et particulièrement avec France 2030. Alors la rentrée de janvier, en tout cas, elle risque d'être compliquée avec d'un côté donc ce risque de coupure d'électricité et de l'autre la mobilisation annoncée par les syndicats et par la gauche contre la réforme des retraites. Ça va être un moment difficile, la rentrée de 2023, le mois de janvier ? Je crois qu'en fait, il va falloir qu'on explique bien pourquoi on fait la réforme des retraites. La réforme de retraite, c'est pas uniquement comptable, c'est aussi une réforme plus générale. En fait, elle s'inscrit dans le fait qu'il faut que nous travaillons tous collectivement plus. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir financer notre modèle social qui coûte de plus en plus cher. Il va falloir financer nos retraites, dont fait partie les retraites d'ailleurs. Et donc ça coûte de plus en plus cher. Mais aussi, il va falloir financer la transition écologique, plus de monde dans les hôpitaux, plus de policiers, plus de moyens pour nos militaires. Donc il va falloir travailler plus parce qu'on ne veut pas augmenter les impôts et on ne veut pas baisser les pensions. Donc c'est un tout. Non mais c'est important de bien comprendre. C'est pas uniquement comptable. Est-ce que le mois de janvier, la rentrée de janvier, la rentrée 2023... Ce sera un moment difficile. Ce sera un moment difficile. Très clairement, ce sera un moment difficile. Très difficile. Mais ce sera probablement un moment difficile, mais ce sera aussi un moment de vérité sur la société que l'on veut. Est-ce que l'on veut financer notre modèle social ? Est-ce qu'on veut financer la transition écologique ? Si on veut financer nos armées, si on veut ça, il va falloir travailler plus. Nous, on a été... C'est pas populaire de le dire, mais on l'a toujours dit, on continuera à le dire. On a besoin de travailler plus tout au long de la vie. Mais est-ce que dans le contexte du mois de janvier, le gouvernement sera en mesure de tenir sur la réforme des retraites jusqu'au bout ? Oui, parce qu'il tiendra ? On a besoin de cette réforme des retraites. Ou est-ce qu'il y renoncera en fin de parcours ? On a besoin de cette réforme des retraites et le président de la République s'est engagé sur le fait qu'elle soit opérationnelle dès l'été 2023. C'est notre feuille de route. Est-ce qu'il y a une hypothèse qui pourrait conduire le gouvernement à renoncer à la réforme ? La détermination est là, Frédéric Aziza. Nous devons porter cette réforme des retraites. C'est important pour l'avenir. Vous savez, toute ma génération et les plus jeunes s'inquiètent et se disent on n'aura pas de retraite. Il faut qu'on sécurise les retraites, c'est essentiel.
Et puis, le Sénat a voté l'amendement LR, reportant l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans. Est-ce que c'est une bonne piste de travail pour le C'est gouvernement ? une piste de travail, pas complète, mais c'est une piste de travail intéressante. Et en tout cas, c'est un positionnement des LR qui est intéressant dans la mesure où il nous faut une majorité à l'Assemblée pour pouvoir voter ces retraites. Autre question sociale, dans ce contexte d'inflation record, est-ce qu'il faut indexer les salaires sur l'inflation ? D'abord, les salaires ont augmenté de façon importante. Alors, secteur par secteur, moi, je suis très attaché au fait qu'on regarde les secteurs. Non, c'est pas le vrai. Je prends l'exemple du SMIC. Le SMIC, sur l'année 2023, a augmenté de 8%. C'est bien au-dessus de l'inflation. Dans les secteurs, la restauration, l'hôtellerie, plus 19% des salaires. Et puis, il y en a d'autres où les négociations continuent, mais il y a plein de secteurs et plein d'entreprises qui ont largement augmenté les salaires. Indexation ou pas ? Non, je crois que c'est le temps de l'économie administrée, ça, c'est passé. À part le SMIC, c'est pas au gouvernement de décider du montant des salaires dans les entreprises, me semble-t-il. Par contre, on a augmenté, Stanislas Guerini a augmenté le point d'indice, ça n'a pas été fait depuis 10 ans, important, presque 3,9%, plus évidemment l'évolution des carrières pour nos fonctionnaires. Je crois que c'est essentiel pour redonner de l'attractivité au métier. Dans ce contexte social un peu compliqué, d'appel à la grève générale, notamment par Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous craignez une grogne sociale de grande ampleur, une crise sociale ? Écoutez, Jean-Luc Mélenchon appelle à la grève tous les mois. Donc, voilà, grève générale. Quand on fait de la politique, il faut toujours faire attention aux signaux faibles. On le fait. Est-ce qu'on a peur d'une grève générale? Non, je pense qu'on explique bien les choses et les Français comprennent bien les enjeux, comprennent bien qu'il va falloir financer beaucoup de services supplémentaires. Ils sont attachés à leur retraite, ils sont attachés au modèle social. Donc oui, il y aura des efforts à faire, on le dit. Mais il faut que ce soit des efforts justes, c'est ce à quoi nous nous employons. On a parlé de climat au début de cette émission, avec un problème du côté des Républicains, puisque le patron des députés LR, Olivier Marleix, envisage de voter, il le dit aujourd'hui dans le JDD, contre la loi sur les énergies renouvelables, qui selon lui part assez mal dans la mesure où, il dit, ce projet de loi va surtout relancer les éoliennes allemandes et le panneau photovoltaïque chinois. Donc il faut rappeler que les sénateurs LR ont voté pour. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je l'interroge. Donc les sénateurs LR font n'importe quoi. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait un peu de cohérence chez les LR. On ne peut pas continuer à avoir de l'auto-entrepreneuriat chez les LR. Auto-entrepreneuriat ? Oui, c'est-à-dire que chacun a son avis. À un moment, il faut qu'il y ait une unité. Les sénateurs LR ont largement travaillé dessus. Il y a pratiquement une unanimité socialiste, écolo, LR, évidemment majorité présidentielle, sur ce texte qui est sorti du Sénat. Moi, je crois que c'est vraiment une bonne base de travail, avec un long travail qui a été fait. Je salue Agnès Pannier-Runacher qui a énormément travaillé dessus, qui a trouvé cet équilibre. Cet équilibre, on va essayer de le conserver à l'Assemblée, même s'il y a quelques modifications que l'on veut absolument apporter. Et puis notamment en direction des maires. Oui, exactement. Et puis faire en sorte qu'il y a des bonnes idées aussi, des LR, des écolos, des socialistes, qu'on va reprendre et porter. C'est notre travail à l'heure actuelle. Il rentre en commission, le texte rentre en commission mercredi. Et qu'est-ce que se passe-t-il si ce projet de loi ENR ne passe pas à l'Assemblée ? Moi, je me mets toujours dans l'optique de travailler avec les groupes. J'ai la chance de présider, l'honneur de présider par intérim le groupe Renaissance. Et donc, mon travail, il est d'accompagner nos équipes pour pouvoir trouver un équilibre avec les autres groupes de l'arc républicain. Donc, moi, je ne me place pas dans cette situation-là. Je suis persuadé qu'on va trouver un équilibre tous ensemble et pour pouvoir avoir une majorité pour le voter. Même si Olivier Marleix a l'air de dire « je ne voterai pas ». Il fait peut-être monter les enchères. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y aura un moment où il faudra prendre une décision et un vote. Et je compte sur sa responsabilité pour nous accompagner. Monter les enchères, ça veut dire quoi ? Il attend quoi d'avoir plus d'amendements pris. Il attend de quoi de votre part ? D'amendements pris. Ouais. Il y a une discussion toujours sur tel ou tel amendement, ou telle position, sur tel ou tel article qui a voté le Sénat qu'on pourrait enlever. Et c'est vrai qu'il y a un certain sur lesquels on peut discuter. Lesquels, par exemple ? Je crois d'équilibre. Bon, on rentrera dans le détail, mais vous avez raison sur les maires. Position. Il y a une discussion aussi sur les architectes bâtiments de France, sur est-ce qu'il faut un avis conforme ou un avis où c'est les architectes bâtiments de France qui décident où on peut mettre les éoliennes, où on peut ne pas les mettre. On voit qu'il y a des simplifications à faire, mais je rappelle que cette loi ENR dont on parle ce matin, donc les énergies renouvelables, l'idée c'est une loi d'accélération. C'est pas une loi de ralentissement, d'accélération. Et donc il faut que chacun
et bien ça en tête. On veut accélérer les nouvelles énergies. Ralentissement dans un autre domaine, puisque le Sénat a rejeté l'amendement de la gauche et du centre en faveur de la taxation des superprofits. Vous êtes président donc par intérim du groupe Renaissance. Est-ce que vous êtes favorable à ce que cet amendement soit rétabli et soit voté à l'Assemblée? J'ai toujours dit que j'étais contre. Pourquoi? Nous, on est la majorité qui baisse les impôts. Frédéric Azida, nous sommes là, nous baissons les impôts depuis 6 ans. On ne va pas commencer à les réaugmenter sous le principe du populisme. On a pris avec le président de la République le pan de dire il nous faut une imposition au niveau européen. C'est ça qui marche, c'est ça qui fonctionne. Parce que dire qu'on va imposer Total, comme je l'entends, ils n'ont pas d'activité énergétique que l'on peut imposer largement, à part les raffineries. Donc nous, on a demandé à ce qu'il y ait une imposition au niveau européen. Mais nous, on est la majorité qui ne fait que baisser les impôts. Y compris s'il vient du MoDem. D'ailleurs, c'est celui qu'on a rejeté, on a voté contre, je le redis. Nous sommes la majorité qui ne fait que baisser les impôts pour les entreprises, pour les particuliers. Donc, 50 milliards de moins sur 5 ans. Donc, niet. La majorité relative dont vous disposez a conduit l'exécutif à faire voter le budget via le 49.3 et peut donc trébucher sur un certain nombre de projets de loi, comme peut-être celui sur les énergies renouvelables. Est-ce que dans ce contexte, la dissolution n'est pas inévitable à court, moyen ou long terme? 2 réponses. D'abord, oui, on utilise le 49.3 pour le budget. C'est très simple. L'ensemble des oppositions ont dit dès le mois de juillet qu'elles voteraient contre. On a une majorité relative, donc évidemment on est obligé de passer par le 49.3. C'est la responsabilité des oppositions. Pour les autres textes, je vous ferai remarquer, Frédéric Azida, nous les avons tous votés. Tous votés depuis 8 mois. Donc moi je suis très confiant, on continuera, on va travailler avec les oppositions pour trouver des majorités par projet, par texte. C'est ça mon travail, c'est ça le travail de notre groupe et on va continuer. Le RN a voté la plupart des motions de censure de LFI. Est-ce que vous parlez-vous d'un axe LFI-RN? Oui, très Mélenchon, clairement. Marine Le Pen. Bien sûr, c'est bonnet blanc et blanc bonnet là-dessus. Ils veulent qu'une seule chose. Ils n'ont qu'un projet ensemble. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais ce qui est certain, ils n'ont qu'une idée, c'est faire tomber le gouvernement. C'est pas bien pourquoi. Chacun pense qu'il est plus malin que l'autre. Les LFI pensent qu'ils sont plus malins que le RN et vice-versa. La réalité, c'est que ça mènera au chaos. Il n'y a pas d'autres alternatives, pas d'autres majorités possibles qu'autour de la majorité présidentielle. Alors, à quelques jours, jeudi prochain, du débat à l'Assemblée sur la proposition de loi du député LFI Aymeric Caron visant à interdire les corridas, 218 élus de sensibilités et de territoires différents, dont l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau ou encore le président de la région PACA qui vous soutient Renaud Muselier, signent ce dimanche sur le site du Journal du Dimanche une tribune pour défendre la corrida et autres traditions face à ce qu'ils appellent l'éco-totalitarisme. Interdire la corrida, écrivent-ils, c'est interdire une culture et humilier une partie de nos concitoyens. Nous ne l'accepterons pas. Est-ce que vous êtes président donc, par intérim du groupe Renaissance? Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous leur dites, vous avez raison? D'abord, rappelez que moi je suis très étonné que LFI choisisse dans la niche parlementaire, donc ils ont une fois par an, une journée entière à discuter de leur texte, choisissent un texte. Alors qu'on a parlé de l'inflation, des possibles coupures d'électricité, toutes les difficultés dans lesquelles nous sommes, la guerre en Ukraine, ils choisissent de s'occuper de la corrida. C'est quand même assez dingue. Sur la corrida, le choix il est simple de notre groupe. D'abord, c'est d'avoir une ligne qui dit on est contre toutes les thèses d'Aymeric Caron. Les antispécistes, c'est-à-dire fin de la chasse, fin de la pêche, fin de manger des viandes, bref, tout ce qui porte, nous sommes opposés. Il y a un sujet sur la corrida précis sur lequel il y a une liberté de vote dans mon groupe comme dans l'intégralité des autres groupes en réalité. Et donc sur ce point précis, chaque député pourra se positionner en fonction de pour donc ou contre vous allez la corrida. Voter, si ce texte arrive en débat jeudi à l'Assemblée, vous voterez en faveur de ce texte? Moi, à titre personnel, je l'ai toujours dit, je suis contre la corrida. Je n'en fais aucun prosélytisme. Je suis contre. Jamais j'aurais porté ce texte-là. Je pense qu'il y a vraiment d'autres priorités à l'heure actuelle. Mais s'il arrive en discussion et au vote, moi je voterai pour la fin de la corrida. Par contre, moi, la majorité de mon groupe, très majoritairement, votera contre l'interdiction de la corrida. Le terme éco-totalitarisme, est-ce que ça vous parle? C'est un terme qu'ils utilisent, je ne sais pas s'il est bien ou pas bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce côté antispéciste qui porte, qui veut tout transformer, faire en sorte que nous soyons finalement redevenus, que les hommes reviennent se réintègrent dans le règne animal tout en ne mangeant plus d'animaux, c'est tout à fait étonnant. Et moi, je ne veux pas rentrer dans cette sorte de pensée qui, à mon avis, pollue plus qu'autre chose le débat politique. Et quand des militants écologistes dégradent des œuvres d'art dans les musées, est-ce que c'est
c'est pas quelque part de l'éco-totalitarisme. Mais oui, c'en est même ridicule et ça devient une course à l'échalote pour avoir des images. Est-ce que vous pensez profondément que ça va changer les choses de dégrader un magnifique tableau ou bien une sculpture comme ça a été le cas devant la Bourse du Commerce il y a 2 jours? Donc c'est ridicule, c'est ridicule. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper évidemment de la transition écologique, c'est ce que nous faisons. Est-ce qu'il faut accélérer? Oui, c'est vrai, mais il faut emmener les gens. Je pense qu'ils se rendent pas, beaucoup ne se rendent pas compte à quel point certains de nos concitoyens, ils ont envie de cette transformation. Mais en même temps, c'est dur, c'est difficile, ça coûte cher. C'est aussi pour ça qu'on dit qu'il va falloir plus de financement pour pouvoir faire cette transition écologique. Donc, il va falloir travailler plus. Donc, il va falloir je reviens dessus, mais je veux vraiment que le message passe. Vie parlementaire et antisémitisme, Sylvain Maillard. Le Rassemblement national a donc souhaité présider le groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée nationale, un groupe d'études que vous avez présidé lors de la précédente législature. D'abord, est-ce que vous comprenez que cette proposition du RN est débouché sur une polémique et le refus de la gauche, mais aussi des dirigeants du CRIF et de l'UIGF de voir le RN présider ce groupe d'études? Oui, le premier qui s'en est plaint, c'est moi d'ailleurs, puisque j'étais moi dans cette réunion où il y a eu le choix du Rassemblement national de présider ce groupe. D'abord, je dire à votre micro que ce sera Renaissance qui présidera ce groupe. La décision est prise et actée par l'ensemble des groupes politiques. Donc, je peux vous l'annoncer et vous le confirmer. Je l'avais dit que c'était une ligne rouge. Il était hors de question que le Rassemblement national préside ce groupe. Ce sera le cas et ce sera un député de Renaissance, pas forcément moi d'ailleurs, mais un député Renaissance qui le présidera. Vous avez un nom en tête ? Non, pas. On verra. On va faire un appel à candidature au sein de notre. En tout cas, ce sera Renaissance. Mais ce sera Renaissance. Et pourquoi vous dites c'était une ligne rouge? Il n'était pas question que le RN préside ce groupe d'études. On a bien compris. L'idée, elle est très simple. Présider ce groupe antisémitisme, c'est se racheter une vertu. C'est un coup politique. Vous savez, il y a 5 ans, quand j'ai pris la présidence du groupe antisémitisme, personne n'en voulait. C'était quelque chose qui était vraiment en dehors des radars, personne n'en voulait. J'y vois presque avec malice un peu un hommage au travail que j'ai pu faire avec mes collègues pendant 5 ans. Mais au-delà de ça, je ne suis pas dupe. Je comprends bien ce qu'il y a derrière. Donc, le Rassemblement national a une histoire qui lui interdit de présider ce groupe. Donc, nous présiderons, ce sera Renaissance qui le préside, et je veux rassurer tout le monde, ça a été une ligne rouge, je l'ai dit tout de suite. Yael Braun-Pivet m'a immédiatement accompagné, Aurore Berger immédiatement en disant ce n'est pas possible, nous l'avons fait. Est-ce que ça veut dire que vous dites que le Rassemblement national est un parti antisémite? Il y a l'histoire du Rassemblement national est antisémite. Il y a une partie... L'histoire oui, l'histoire du Rassemblement, du Front National s'est construit en partie sur l'antisémitisme. Il porte des valeurs qui, pour une partie d'entre eux, en tout Marine Le Pen. Non, je ne fais pas un procès un par un. Je dis mais juste je vous pose la question. Est-ce que Marine Le Pen est antisémite? Non, je ne dirais pas ça. L'idéologie, je ne fais aucun procès. L'idéologie du Rassemblement national porte encore l'antisémitisme. Mais vous savez, la même chose à la France Insoumise. Oui, c'est la question que je vais vous Quand poser. on invite Corbyn à venir pendant les élections législatives, Corbyn qui a été chassé de son parti, justement pour antisémitisme et position antisémite en Angleterre, et qu'on l'invite pendant les législatives à Paris pour faire le tour des popotes et pour dire voilà, nous on est une majorité de gauche avec Corbyn, ben voilà, on voit bien que l'antisémitisme, il perdure, il prospère à droite, mais à gauche aussi. Attendez, vous dites à droite ou à l'extrême droite? À l'extrême droite. Et à l'extrême gauche. Donc, RN et LFI? RN, LFI. Et à Renaissance, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous antisémites, je ne dirais pas ça, loin de là. Mais il y a toujours un relent qui existe. Mais par exemple, vous parlez de LFI. Qu'est-ce que vous voyez comme relent antisémite à LFI? Qu'est-ce qui vous a marqué? Je vous prends l'exemple de Corbyn. C'est tout? Je pense que c'est un élément fort. Moi, vous savez, pendant 5 ans, est-ce qu'à partir de pendant 5 ans que j'ai présidé le groupe antisémitisme, j'avais une vice-présidente, jamais ils n'ont participé à quoi que ce soit. Frédéric, on avait Clémentine Autain qui était membre, il y en avait plusieurs qui étaient membres, ils n'ont jamais participé à rien. Ça ne les disqualifie pas, je le constate seulement. Et puis, surtout, quand en décembre 2019, je suis allé porter... Alors, on va parler de ça, je sais de quoi vous voulez parler. Une question. Vous dites qu'il y a des antisémites à l'extrême droite et à l'extrême gauche. À Renaissance, il y en a aussi. Il y a des antisémites partout. À Renaissance aussi. Vous savez, c'est un sentiment... Non, Renaissance, il y en a aussi. Mais partout, dans la société, il y en a partout. Ouais. Vous savez, l'antisémitisme, c'est un sentiment d'infériorité. C'est pour ça qu'il existe partout. C'est un sentiment d'infériorité. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours, l'antisémitisme, il est génocidaire. Parce qu'au fond, on a envie de détruire ce qui nous semble supérieur. Ce qui nous semble, bien sûr, c'est un sentiment.
Et donc oui, il y a de l'antisémitisme partout. Il y a de l'antisémitisme à tout âge. Dans le 14e, 15e siècle, ça existait. Et il perdure, il se réinvente en permanence. Quand on a porté cette résolution... Alors, on va parler de ce que vous avez porté. C'était en 2019, en tant que président du groupe d'études sur l'antisémitisme. Vous avez proposé de pénaliser l'antisionisme, car, disiez-vous à l'époque, l'antisionisme est devenu un antisémitisme moderne. Certains utilisent ce vocable pour éviter la justice. Et vous disiez aussi, dire mort à Israël, ça veut dire mort aux Juifs. Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui? Bien sûr. Vous savez, et de quelle manière vous dites? J'ai eu beaucoup de mal à le faire adopter. Vous vous souvenez des difficultés. Ça avait débouché sur des polémiques. Je la mettrai au vote. À l'heure actuelle, je suis sûr qu'on aurait un beaucoup plus large consensus, y compris dans la société civile, où parfois ça n'a pas été très compris, ou bien on n'a pas voulu les comprendre. Et vous dites quoi aujourd'hui? Je voulais savoir. Répétez ce que vous dites aujourd'hui. Je dis tout simplement, l'antisionisme est une forme d'antisémitisme et qui s'est encore développé très largement. Quand on dit sale sioniste de merde, tout le monde comprend. Là, on vous veut dire sale juif de merde. À l'époque. Oui, mais c'était une phrase finalement que devant les tribunaux, vous n'étiez pas sûr d'être condamné. Je rappelle que l'antisémitisme est pénalement poursuivable en France. C'est 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. C'est pas comme dans les pays anglo-saxons où on a une liberté absolue. C'est interdit en France. Et donc, faire la chasse au faux-nez de ce qu'est l'antisémitisme moderne, qui n'est pas le même qu'au 19e siècle, qui n'est pas le même qu'au 20e siècle. Il change, il évolue, il se transforme, mais il existe toujours. Pourquoi? Et je vous le redis, parce que c'est un sentiment d'infériorité. Et ce sentiment d'infériorité, il existe quelque part dans chacun d'entre nous, et donc il faut le combattre. Et l'antisémitisme est un combat perpétuel. C'est un combat contre ce qu'on a de mal en nous. Ça veut dire vous dites toujours, il faut pénaliser l'antisionisme? Bien sûr. D'ailleurs, c'est dans la loi française, c'est une résolution que nous avons votée en 2019. Et donc, devant un tribunal, dire « sale sioniste de merde », vous serez condamné. Et alors, vos détracteurs ils vont vous dire encore que dans ce cas, il ne serait plus possible de critiquer la politique du gouvernement israélien, alors que les Israéliens ne s'en privent pas de critiquer la politique de leur gouvernement. Mais c'est totalement faux. Vous savez, c'est ça les objections qu'on m'a fait en 2019, c'est ça. Relisez la résolution, c'est 2 pages, c'est pas très long. Regardez dedans, évidemment. Mais moi, je suis le premier à critiquer le gouvernement israélien. Moi, j'ai aucun, ça m'est totalement égal. Au fond, quel est le gouvernement en Israël? C'est pas mon problème, ça m'est égal, que ce soit l'un ou l'autre. On peut même critiquer la politique israélienne, on peut même critiquer les colonisations, on peut critiquer les frontières. Ce qu'on n'a pas le droit de dire, c'est de souhaiter la fin d'Israël. Parce est-ce qu'on critique l'existence même de la Corée du Nord, de l'Iran, des pays? Non. Il n'y a que Israël où on rejette l'existence même d'Israël. Et ça, rejeter l'existence même d'Israël, c'est antisémite. Alors, toujours dans le même domaine, une proposition de résolution signée par une trentaine de députés issus des rangs de la NUPES et initiée par le député communiste Jean-Paul Lecoq a été déposée à l'Assemblée nationale en juillet dernier. Une résolution qui condamnait, je cite, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Un texte qui accuse aussi l'État d'Israël d'avoir instauré, je cite, un système d'oppression et de discrimination systématique dans l'intention de maintenir la domination d'un groupe racial, sous-entendu juif, sur un autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'à l'époque, vous aviez réagi, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est une honte. C'est une honte, Frédéric Azzir. Une honte. Une honte. Et c'est une proposition de résolution qui est raciste, qui est antisémite, pardon. Clairement antisémite. D'ailleurs, vous savez ce qu'elle est devenue, cette proposition de résolution? Elle a été publiée, jamais évidemment elle sera débattue à l'Assemblée nationale. C'est quoi? C'est totalement clientéliste. C'est pour remercier ceux probablement qui les ont aidés pendant ces élections. Ça veut dire quoi? C'est honteux. Attendez, précisez ce que ça veut dire. C'est honteux. Ceux qui les ont aidés, ça veut dire les acteurs des banlieues, c'est ça que ça veut dire? Banlieues ou autres qui se sont organisés pour faire des députés. Donc c'est honteux. D'ailleurs, je note que beaucoup de députés, y compris LFI, ont retiré leur signature suite au fait que... Notamment Adrien Quatennens. Notamment Adrien Quatennens, mais pas que lui, qui ont reconnu une erreur, c'est la moindre des choses, une erreur dessus. C'est une honte. Je peux rien dire, je reprends les propos que j'ai tenus à ce moment-là, c'est une honte. Ça veut dire que l'Assemblée nationale ne peut pas être le lieu où on débat de tels sujets. Mais surtout qu'il ne l'aurait jamais porté, même au débat là-dessus. Plutôt. L'idée, c'était quoi? C'était de montrer le papier, regardez ce que nous portons, au fond, nos idées. Il n'y a rien de plus antisémite que ça. Vous dites que ça favorise l'antisémitisme, mais ça ne favorise pas, c'est antisémite par nature. De voir Israël comme un groupe racial est profondément antisémite. Profondément antisémite. Et d'ailleurs, elle ne sera jamais débattue. Alors, vie parlementaire toujours.
Sylvain Maillard, la rentrée parlementaire a été perturbée par l'affaire Quatennens. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne à l'Assemblée, Adrien Quatennens ? Moi, je l'ai dit, je pense que d'abord, il est député et il reste député. Pour le moment, il est en arrêt maladie depuis X temps. Et il se dit qu'il va revenir. Je note que sa compagne, elle continue à travailler, lui ne travaille plus. Bref. Mais à côté de ça, il souhaite revenir, on ne peut rien faire. Donc, s'il souhaite revenir, il revient. Enfin, il va falloir au minimum une explication devant son groupe, mais devant l'ensemble des députés. Qui disent quoi ? Vous attendez qu'ils disent quoi ? Qu'il explique, qu'il émette des regrets au minimum pour pouvoir trouver une vie politique. Moi, je pense que c'est importable. Quand on a passé son temps, à juste titre, dans ce groupe, à mettre en avant les droits des femmes et mettre fin aux violences sexistes et sexuelles, et que nous portons profondément, mais en mettant une valeur cardinale, et d'accepter qu'au fond, l'un de leurs leaders, Adrien Quatennens, c'est pas un député parmi d'autres, c'est un des leaders de la France insoumise, puisse revenir et qu'au fond, gifler sa femme, c'était pas grave, surtout qu'il l'a avoué, gifler sa femme et qu'on peut reprendre sa vie. Je pense qu'au minimum, il va falloir qu'il y ait vraiment qu'il puisse avoir une explication, parce que pour les femmes et l'ensemble des femmes françaises et au-delà de ça, ce sera vraiment, encore une fois, le cas d'une gifle. J'ai l'impression que vous préféreriez qu'il ne siège pas sur les bancs à l'Assemblée ? Je crois que c'est très clair sur ce que j'ai dit. Il a le droit d'y siéger. Est-ce qu'il a le droit moral ? C'était son groupe et c'est à lui de le dire. Alors justement, droit moral, si vous voulez. Une passe d'armes d'une rare violence a donc opposé le député LFI Louis Boyard à Cyril Hanouna. C'était sur le plateau de TPMP sur C8 le 17 novembre dernier. À l'origine de l'incident, des critiques vives de Boyard sur le propriétaire de la chaîne, Vincent Bolloré. L'Arcom s'est saisi du dossier, après d'ailleurs avoir déjà mis en demeure la chaîne C8 au sujet du traitement par Hanouna du meurtre de la jeune Lola. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Deux choses. D'abord, on ne doit pas insulter un député. Donc ça, c'est en direction d'Hanouna. C'est la fonction. Ouais, Ah. C'est la fonction. On peut être très contre ce que pense Louis Boyard, c'est mon cas, mais on n'a pas à l'insulter comme il a été insulté. Je pense que c'est affaiblir la République et on ne doit pas le faire. Côté alors ça, maintenant, c'est en justice, alors donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, un principe, on n'insulte pas un député, il a été élu par les citoyens et il est respectable, la fonction est respectable de par nature. Mais à côté de ça, d'une façon plus générale, la façon de se comporter dans la vie, je pense que c'est bien de ne pas mordre la main qui vous a parfois nourri. Voilà, je pense que c'est c'est pour n'importe lequel d'entre nous de savoir ne pas oublier ceux qui vous ont aidé. Beaucoup de gens vous aident tout au long de votre vie, chacun d'entre nous, de savoir être reconnaissant par rapport à ceux qui vous ont aidé. Je pense que c'est important, c'est une bonne philosophie de vie. En tout cas, c'est la mienne et je pense que c'est important de ne pas oublier ça. On va préciser pour nos auditeurs de quoi vous parlez. La vie en général. Oui, Cyril Hanouna a donc indiqué que Louis Boyard a été rémunéré par sa chaîne en 2021-2022 et qu'il a touché, je crois, sur 2 ans ou sur quelques mois, 6 784 €. C'est ça que vous voulez dire ? C'est plus général. Ouais. Je pense que chacun d'entre nous doit être reconnaissant avec ceux qui l'ont aidé. Mais là, vous parlez de Boyard et d'Hanouna. Voilà, mais ceux qui l'ont aidé. Je pense que c'est important. Et dans ce monde politique, parfois où on est les premiers à être très agressifs les uns avec les autres et d'avoir la mémoire courte, moi je prône le fait d'avoir la mémoire longue dans la vie. Et donc, dans ce cas précis, je pense que c'est important d'avoir... Est-ce qu'au fond, Louis Boyard est le mieux à même de dénoncer un système d'ailleurs qu'on pourrait dénoncer, hein. Je ne vais pas sur le fond. À un moment, il y a des choses où il faut choisir ses combats. Je pense que ce n'est pas le bon combat et c'est surtout pas le bon combattant. Le cas Hanouna, en tout cas, est posé. Est-ce que c'est la place des politiques d'aller sur le plateau d'Hanouna sur C8 ? Écoutez, moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais pas Est-ce que vous pourriez retourner ? Vous savez, nous, quand on fait de la politique, on essaie de parler à tous les publics. Je suis aujourd'hui devant votre micro. C'est pas forcément le même public qui va regarder BFM, qui va écouter telle ou telle radio, être dans tel ou tel journal. Et moi, j'essaye de parler, porter mes idées partout. Donc, il faut aller partout. En tout cas, moi, j'ai fait ça comme ça. Alors, on poursuit avec l'épisode de l'Océan Viking, au centre du débat politique et des polémiques ces derniers jours. Dernière polémique en date autour de la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté le maintien aux zones d'attente d'une grande partie des demandeurs d'asile débarqués à Toulon. Est-ce que c'est pas le signe, la preuve d'un fiasco politique ? Et non, c'est juste la preuve qu'on est dans un état de droit et qu'on ne peut pas tout. Et que le ministre de l'Intérieur ne peut pas tout. Il y a des lois
et il y a de cette loi avec un afflux massif à un moment précis, à un endroit précis, montre les limites de la loi. D'ailleurs, dans le projet de loi immigration, qui n'est pas encore totalement rédigé, nous porterons un amendement pour faire en sorte que cette situation-là ne se reproduise pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique à ce que des migrants arrivent en Europe, c'est ça que vous voulez dire ? Non, il n'y a pas de logique à ce qu'on n'ait pas le temps suffisamment et que la justice n'ait pas suffisamment de temps pour pouvoir instruire ces dossiers-là. En fait, on a un temps assez limité qui fait qu'à un moment, il faut relâcher tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut plus de temps pour donner plus de temps à la justice, de pouvoir travailler pour les accompagner, pour mieux les accueillir. Et là, on a eu un temps trop limité. C'est une modification que l'on doit faire. Pourquoi on a ça ? C'est la loi. C'est la loi qui s'impose à nous. Et c'est les règlements européens. Donc, on va organiser ça. Dans la loi immigration, je peux vous l'annoncer, nous porterons un amendement là-dessus pour améliorer la situation, parce qu'il est important que la justice puisse donner son avis sur chacun des cas, et que chaque cas d'immigrant qui arrive puisse rester, entre guillemets, sous contrôle. Début 2023, cette loi. Ce sera début 2023. Courant du premier trimestre. Courant du premier trimestre. Au passage, d'ailleurs, c'est un autre sujet. Quel regard vous portez sur la situation en Iran, sur ces femmes, et d'ailleurs aussi des hommes, qui se révoltent contre le port du voile jusqu'à en payer de leur vie ? Quel courage. Je suis tellement admiratif de la situation. Ils risquent leur vie. C'est extrêmement dur ce qu'ils font. Je suis admiratif. On se bat là-bas pour enlever le voile. Ouais. Quand je vois qu'en France ou ailleurs, on se bat pour forcer les gens à mettre, ou parfois mettre, voilà. Je pense que c'est un combat qui, au fond de nous, est un combat d'émancipation. Donc on ne peut que l'accompagner. J'ai vu l'opposition reçue par le président de la République il y a quelques jours. Je crois que c'est un symbole assez fort. Oui, accompagnons-le. Et la société civile est en train de rejeter, iranienne est en train de rejeter la loi des mollahs. C'est magnifique. Les mollahs peuvent tomber, le régime des mollahs peut tomber ? Il tombera, forcément, quand vous ne pouvez pas gouverner contre votre peuple éternellement. Quand vous voyez, c'est ce que vous disiez à l'instant, quand vous voyez qu'en Iran, des femmes se battent jusqu'à en payer de leur vie pour avoir le droit de ne pas porter le voile, et qu'en France, le port du voile est devenu une revendication des islamistes, mais aussi d'un certain nombre de militantes féministes, voire de partis de gauche, qu'est-ce que ça vous inspire ? Voilà, je pense que c'est le faux-né de l'islamisme. Je pense qu'il y a une collusion d'une partie de l'extrême gauche avec l'islamisme. Au fond, c'est ça l'islamo-gauchisme ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est cette collusion. Vous reprenez à votre compte ce terme ? Exactement. L'un et l'autre se nourrissent en pensant qu'il prendra le pas sur l'un sur l'autre. Vous dites islamo-gauchisme, vous ? Oui, je le dis, j'ai toujours dit. De quelle manière ? Dans ces termes exacts, de dire qu'il y a une collusion l'un avec l'autre. L'un nourrit l'autre. Vous savez, la France insoumise, elle voit très souvent les musulmans comme les damnés de la terre. Et donc, au fond, elle accepte beaucoup de choses qu'elle n'accepterait pas des autres, parce qu'au fond, il y a une sorte de vision d'une population qui serait oubliée par rapport aux autres. Je crois que c'est faire la courte échelle à l'islamisme. Ça veut dire que la France insoumise, c'est un parti islamo-gauchiste ? Non, je j'aime pas les raccourcis. Je comprends la mécanique. Ouais. Je comprends la mécanique électorale qui pousse à percevoir les musulmans, ou une partie des musulmans, comme au fond les damnés de la terre, et donc les oubliés, les éternels en marge de la société, et donc au fait accepter l'islamisme qui a gangréné une toute petite partie du monde musulman, mais une partie de plus en plus dynamique, et au fond de tout accepter, ou au fond de fermer les yeux. Mais vous posez la question, pas forcément tout, il ferme les yeux. Vous posez la question, ça veut dire que vous avez une réponse en tête. C'est quoi ? C'est une des raisons électoralistes ? C'est ça que écoutez, on l'a bien vu aux dernières élections. Mais je sais pas, quand on voit qu'il y a d'un seul coup un vote communautaire assez fort, qui n'existait pas, qui n'avait jamais existé. Les sondages en disent 79%, quelque chose comme ça. Oui, enfin, moi j'ai fait du porte-à-porte, y compris ici dans la circonscription. C'est assez étonnant, avec des signaux faibles que l'on n'avait pas forcément vus, avec beaucoup de travail sur les réseaux sociaux qui expliquait. Quand j'entendais, moi, Macron n'aime pas les musulmans. Mais pourquoi vous dites ça ? Vous l'avez entendu pendant la campagne ? Mais plein de fois. Et tous mes collègues l'ont entendu partout en France. Pourquoi il n'aime pas les musulmans ? Par exemple, il ferme les mosquées. Quand on explique qu'on ferme les mosquées parce qu'il y a un imam salafiste dedans, il dit oui, mais par exemple, si pour les prêtres pédophiles, vous n'avez pas fermé les églises.
Et donc, au fond, il y a 2 poids, 2 mesures. On voit à quel point le mécanisme est ancré. Et on parle aussi des Juifs dans ce cas-là. Que Emmanuel Macron, ou la majorité, n'aime pas les musulmans. Et ça, c'est vraiment la France insoumise qui l'a porté, ça. Et alors, dernière question. Vous arborez ce badge I stand with Armenia. Pourquoi ? L'Arménie, c'est un vrai combat pour ses droits. C'est un pays magnifique. J'ai eu la chance, aux côtés d'Alexis Govsian, de pouvoir aimer l'Arménie, d'être aux côtés de tous ces combats depuis quelques années, et particulièrement depuis que je suis député. Je fais des manifestations. C'est un pays qui est en danger de mort. Qui est en danger de mort parce qu'il est entouré que de pays qui veulent la fin de l'Arménie. Et donc, il y a une nouvelle offensive armée. Il porte une espérance incroyable. Ouais. Et donc, on doit être, le président de la République est fondamentalement auprès des Arméniens pour trouver une solution, pour faire en sorte que l'Arménie puisse vivre dans ses frontières et faire en sorte qu'il puisse se développer. Pas être dans la crainte en permanence d'être envahi par les Azéris. Par les Azéris et puis avec l'aide de la Turquie. Hein. Oui, alors la Turquie joue toujours un double jeu, mais la Russie aussi. C'est un monde compliqué, le Caucase, extrêmement compliqué. Il faut être aux côtés de nos amis arméniens. Merci Sylvain Maillard d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.